Bienvenue à la deuxième édition de la journée d'hypoparathyroïdie nantaise. On est très très heureux de vous voir tous et toutes. On voit des visages qu'on connaît, on voit des visages qu'on ne connaît pas encore. Pour vous expliquer un petit peu rapidement le contenu de cette journée, on va être pendant la matinée tous ensemble dans cette pièce. Ensuite, on va manger dehors un petit buffet. Et vous aurez accès en permanence à un petit espace détente là, donc si jamais vous avez besoin de sortir, de vous poser, de boire un verre d'eau, vous pouvez sortir pendant la plénière, c'est pas un souci. L'après-midi, vous serez répartis en groupe. Si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous inscrire, les feuilles d'inscription sont dans la petite salle avec le café juste là. Je te laisse parler ici. Donc cette journée, on l'a organisée du coup avec le CHU de Nantes, le Centre de référence de la filière Oscar, et puis l'association Hypoparathyroïdisme France qui se cache pour ne pas être sur la vidéo, on se le voit. J'ai savais aussi d'autres petites choses. Et juste pour préciser, c'est le laboratoire Amolite. On va parler un peu de l'étude et qui finance à 100% cette journée, juste pour vous préciser en toute transparence que c'est un don, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné tout l'argent pour effectivement financer cette journée et permettre le buffet, l'allocation de la salle, mais il n'y a pas de contrepartie et ils n'ont eu aucun accès au contenu de ce qu'on va raconter aujourd'hui. Voilà. Bonjour à tous. Christelle Niederkorn, Delphine Bessoni, on est coprésidente d'Hypopara France. Je pense que vous nous connaissez la plupart par les réseaux, par la boîte mail et pour plein d'autres raisons. Et toutes nos consoeurs qui sont là et nos collègues du membre du bureau, il y a Nathalie, Joanne, Anne-Lise, Florence et celles qui ne sont pas là, Nathalie. On a juste une petite... on est ravis d'avoir été sollicités par le CHU Nantes pour participer à cette journée, collaborer à sa mise en œuvre. Pour ce faire, on aimerait que vous participiez avec nous un petit peu. Donc dans la salle du café, vous allez voir, il y a un arbre avec des branchages et des rubans. Et à côté, il y a une boîte avec des petits cartons que vous pourrez accrocher dessus. Nous souhaiterions que chacun d'entre vous, que vous soyez proche ou malade, mettiez le vœu qui vous tient le plus à cœur en lien avec l'hypopara. Vous l'écrivez, vous allez avoir des feutres et ensuite vous l'accrocherez dans l'arbre. Ok ? C'est bon pour tout le monde ? Vous pouvez en utiliser un ou deux, pas 4 ou 5, parce que j'en aurais pas fait assez. Et puis ce soir, symboliquement, on offrira au CHU Nantes et aux équipes qui travaillent pour notre cause, de malades, j'entends bien sûr, cet arbre pour que la maladie soit plus visible et pour que chaque fois que des gens rentreront dans leur bureau, ils disent « Oh, c'est joli, qu'est-ce que c'est ?» et elles parleront de nous. Voilà. On va carrément mettre en salle d'attente ou en gros dans le hall. Donc, pour être avec nous, on l'a construit, mais il faut qu'on continue de le construire avec vous. Donc, soyez sympas de participer. Vous avez toute la journée pour le faire. Ok ? Merci. Je veux juste dire que ça donne sens à la devise qu'on a souhaitée pour l'association « Ensemble, on va plus loin ». Voilà. Merci. On va commencer sur les nouveautés 2024. Alors, le but de cette journée, c'est vraiment de répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. C'est un format assez informel, donc il ne faut pas hésiter à vouloir demander, à prendre la parole, à nous interrompre. Faut pas hésiter, le but c'est que ça vous serve, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y aura pas de jugement, on attend qu'il n'y ait pas de jugement les uns envers les autres, mais généralement c'est pas le cas. Et donc le but c'est que vous sortiez de là avec plus d'informations, plus de contacts aussi avec d'autres patients, parce qu'il ne faut pas toujours aller dans les maladies rares, et que on puisse avancer plus ensemble. Alors, pour la thématique, on a décidé, comme il y en a beaucoup qui étaient là l'année dernière, de ne pas reprendre les mêmes thématiques que l'année dernière. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents et qui voudraient effectivement avoir d'autres informations, juste pour vous dire que les informations de l'année dernière sont en replay sur YouTube, avec notamment la présentation des chirurgiens, la très belle présentation de Laurence, il était une fois mon hypopara, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, on ne voulait pas être redondant, et là on voulait vraiment faire un petit peu plus de choses sur le quotidien et parler aussi des conjoints et des aidants. Alors, quoi de neuf du coup en 2024 sur l'information? Nous, on a eu la chance, on voulait quand même vous le signaler aujourd'hui, de devenir centre de référence maladie rare de la filière Oscar. Alors, la filière Oscar, c'est en gros la partie
médical de l'Hypopara qui va gérer en gros toutes les maladies rares phosphocalciques. En fait, vous voyez ici en rouge les centres de référence, et avant janvier 2024, il n'y avait personne dans toute la région ouest, donc on a eu la chance de pouvoir devenir centre de référence et sur les thématiques parathyroïde, donc l'hyper et l'hypoparathyroïdie, et les thématiques néphrologiques aussi, calculoméno et tubulopathie. Ça change quoi en pratique? Ça amène potentiellement des financements pour avoir effectivement des gens qui vont nous aider pour faire plus de choses, pour faire ces journées, pour faire des supports, et justement on va avoir des temps de personnes médicaux et paramédicaux qui vont nous aider, des temps diététiciens, etc. Et donc nous, notre mission, ça va être effectivement de développer un petit peu le message de l'Hypopara sur le plan national et sur le plan aussi régional. Et donc on a la chance d'avoir aujourd'hui aussi d'autres médecins de centres de référence et de compétences que je ne retrouve plus, qui se présenteront tout à l'heure et qui vous parleront aussi d'un autre programme d'éducation thérapeutique qui est mis en place. Donc il y a beaucoup de gens qui essaient de se mobiliser pour améliorer la prise en charge de l'Hypopara. Donc, nous à Nantes, on est quand même nombreux sur cette thématique, que ce soit nous en néphro, endocrino, vous voyez le docteur Maël Lebrasse tout à l'heure aussi, les rhumatologues, les chirurgiens. Donc, on essaie de travailler tous ensemble pour effectivement améliorer les prises en charge. Et je voulais présenter du coup Manon Chicolo qui se cache au premier rang, que vous allez voir cet après-midi du coup pour l'atelier à part. Je sais pas si tu veux te présenter, Manon. Bonjour à tous, Manon Chicolo, donc je suis enseignante en activité physique adaptée. Et donc, je suis arrivée en février pour co-coordonner avec Anouk le programme d'hypoparathyroïdie. Donc, vous avez peut-être échangé avec moi beaucoup par mail. Je suis beaucoup dans la gestion. Comment ? Le mardi, exclusivement. Et donc, voilà. Donc, je suis ravie en tout cas de faire partie de cette équipe. Merci Manon. Et donc, vous retrouverez Manon cet après-midi si vous êtes motivé pour bouger. Je ne sais pas si je viendrai ou pas. Alors, concernant les outils d'information, je ne sais pas si Anouk, tu veux détailler ton très très beau support que tu as fait. Vous avez dans votre pochette que vous avez tous reçu un support où on a essayé de mettre ce qui peut être utile concrètement pour communiquer, que ce soit avec les proches, avec les soignants, pour vous-même vous informer sur l'hypoparathyroïdie. Donc on va vous détailler au fil de cette présentation un petit peu ce qui est présent dessus. Donc la vidéo je vis avec, je pense que vous connaissez effectivement tout ce qui résume en 3 minutes l'hypoparathyroïdie qui peut être intéressante pour les gens autour de vous, vos médecins, vos spécialistes qui peut potentiellement effectivement vous aider. Une petite information sur le protocole national de diagnostic et de soins. Donc, il y a en fait des recommandations dans les maladies rares. Donc là, ça s'appelle le PNDS. Il a été fait dans l'Hypopara en 2017. Il peut vous aider pour les démarches, pour le DLD. On en parlera pour justifier un petit peu la maladie. Sachez que ce PNDS, il est en cours de relecture, de retravail. Donc, il y a une nouvelle version qui va sortir normalement dans l'année ou l'année prochaine. Et il y aura plein de choses supplémentaires qui ne sont pas incluses, notamment toute la partie dentaire, un petit peu plus au niveau du diagnostic, au niveau de la génétique, au niveau de pas mal de choses. Donc ça, c'est en cours et donc il y aura une nouvelle version qui va arriver. Ça peut être intéressant aussi. Et ça montre que c'est une maladie avec plein de problématiques. Parce que si on a besoin de le mettre à jour, c'est que les choses évoluent aussi et qu'on connaît mieux la maladie. On a eu la chance d'être contacté par Rare à l'écoute, qui est une entreprise qui fait des podcasts du coup, dans les maladies rares. Donc on a pu le faire avec l'association Hypopara France, des podcasts qu'on a enregistrés il y a 6 mois environ sur l'hypoparathyroïdie, qui sont un format assez court, qui peuvent aussi vous intéresser aussi pour transmettre effectivement l'information de c'est quoi une hypopara, comment on diagnostique, comment on prend en charge et comment on vit avec une hypopara. Donc on a été plusieurs effectivement à enregistrer ces podcasts et je vous encourage à éventuellement effectivement les diffuser autour de vous. Et on a eu du coup aussi, on a travaillé avec Pascal Ollier à la création d'une carte d'urgence. Donc vous êtes plusieurs à en avoir. Qui n'en a pas encore? Donc les cartes d'urgence, donc effectivement tous ceux que j'ai, alors on les a eu je crois en mois de décembre pardon. Donc en gros tous ceux que j'ai pas encore revus vont la voir, sinon j'en ai quelques-unes, s'il y a besoin, venez voir dans la journée pour vous la donner. Une carte d'urgence, c'est quoi? C'est une petite carte en fait qu'on peut mettre dans le portefeuille et ça permet en gros de dire à vos médecins qui vous prennent en charge que vous avez une hypopara. Dans 99% des cas, ça ne va pas vous servir, ça va rester dans votre carte, mais si vous arrivez aux urgences pour une hypocalcémie, voire même autre chose, type une appendicite ou quoi que ce soit, vous allez devoir rester à jeun pendant 12 heures parce que vous allez attendre aux urgences pendant 12 heures. Et on va dire, il y a du alpha, mais l'alpha reçu de la vitamine D, donc on peut s'en passer. Vous pouvez sortir cette carte d'urgence. Il y a des informations, ça reconnaît que vous avez une maladie rare et qui peut être grave. Et il y a au dos du coup les informations, et notamment on a mis le QR code du PNDS pour que effectivement
les médecins qui vous prennent en charge puissent voir effectivement qu'il y a une maladie, qu'il ne faut pas arrêter les médicaments et pouvoir considérer la chose. Donc, je ne sais pas si certains l'ont déjà sorti, parce que ça fait quand même pas très longtemps qu'on les a distribués, si quelqu'un s'en est déjà servi. Ouais, tu veux ça a aidé ou pas, Christelle? Ça a eu plus d'impact. Ils n'ont pas regardé, mais les pompiers ont dit à la régulation sanitaire, carte d'urgence, c'est marqué maladie rare, machin. Donc oui, c'est rassurant. C'est vraiment le but de ces cartes, c'est d'interpeller, dire ah, attention, il y a quelque chose, il y a un truc qui peut se passer, ça peut être une urgence, donc c'est vraiment un outil supplémentaire. On va essayer de distribuer les cartes. Et au sein de l'interfilière maladie rare, sont envoyés tous les 6 mois au service d'urgence un poster récapitulatif de toutes les cartes d'urgence pour que puissent être retrouvées les informations aussi en flashant avec le téléphone pour les urgentistes. Alors, quoi de neuf aussi sur l'amélioration de la qualité de vie? On va parler un petit peu du programme d'éducation thérapie, donc certains connaissent déjà. Donc, c'est un programme qui existe avant depuis 2022, qui se passe totalement en visioconférence pour pouvoir recruter sur tout le territoire. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà participé. On a 6 séances, vivre avec la maladie, symptomatique d'alerte, traitement, suivi, communication et diététique. Si vous voulez vous inscrire, c'est l'équipe de Bipopara qui vous a envoyé des mails pour l'inscription de la journée. Donc, joignable le mardi, c'est Manon. On co-coordonne ensemble ce programme. Et on a la chance d'avoir la co-animation avec les patientes de l'association Bipopara France. Du coup, c'est très chouette et tout le monde apprend. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est très enrichissant. Pour vous montrer en 2 mots, effectivement, on a quand même pas mal de supports qu'on a donnés, d'ateliers sur différentes thématiques, les symptômes, les traitements, le suivi, la diététique. Et donc, juste pour vous montrer un petit peu les chiffres des patients inclus, donc là, on en est environ à 37 patients. 43 maintenant, depuis le dernier cycle. Voilà, 43 depuis le dernier cycle. Et donc là, à droite, en fait, nous, c'est ce qu'on voit aussi, parce que c'est bien de faire des choses, mais il faut voir un peu est-ce que c'est utile ou pas. Donc on vous embête, ceux qui ont participé, à faire des questionnaires, des 736, avec plein de critères. Et donc en gros, sur cette étoile de compétences, je ne sais pas si vous connaissez l'étoile de compétences, mais plus on est à l'intérieur, au niveau du centre du cercle, plus c'est nul, entre guillemets, plus c'est la galère, et plus on est à l'extérieur, mieux c'est. Et en fait, en termes de symptômes, de connaissance des traitements, des urgences, tout ça, on voit qu'avant, du coup, sur le rond bleu, c'était pas forcément parfait, et après, avec le bilan de fin, on a une meilleure connaissance de la maladie, des traitements, etc. Donc c'est vraiment le but de ce programme. Voilà. Et on a fait un dernier cycle, on avait gardé sur l'axe très longtemps les patients pour en avoir suffisamment, parce que vous savez que c'est une maladie un peu plus féminine, puisque post-chirurgicale et les pathologies thyroïdiennes sont plutôt féminines. Et donc on a eu un cycle d'hommes et on espère que ça leur a plu. On va vous présenter du coup, donc ce programme il est national, mais on a du coup d'autres programmes qui commencent à voir le jour, donc, notamment celui de Cécile Gander de La Pitié. Et bonjour, donc de Cécile et Mathilde Brière, donc on travaille toutes les deux à La Pitié-Salpêtrière, et c'est vraiment toutes les deux qu'on a mis en place le programme. Donc, et puis dans l'équipe, c'est la diapo d'avant, on a aussi un APA qui va nous aider pour la première fois, une diététicienne, une psychologue, voilà, le docteur Dormois qui coordonne, parce qu'il faut le tag, l'étiquette ETP, que Mathilde a et que le docteur Dormois a. Donc tous ces gens-là sont très importants pour que ça ait pu exister, parce que ça mobilise pas mal. Et donc c'est pour vous présenter comment ça se passe. C'est la première fois qu'on fait ça, et pour la première fois, on l'a fait sur 6 mois, une séance par mois le lundi matin. Et on est en train de réévaluer avec notre prototype, dont une patiente est ici, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était trop étiré dans le temps, et qu'on va certainement faire plutôt un lundi toutes les 2 semaines pour la prochaine session, parce que sinon, en fait, voilà, on secoue les choses et ensuite on n'apporte pas de solution, donc c'était un peu une des critiques, et puis on va se perfectionner dans le temps. Donc la première, c'était comprendre et gérer les symptômes de la maladie. Ensuite, c'était un groupe de parole avec la psychologue, où les médecins ne sont pas présents. Alimentation et traitement, c'est la prochaine qui a lieu lundi. Suivi de la maladie, on l'avait inversé, on l'a déjà fait, mais enfin c'est juste pour vous dire ce qu'il y a. Séance 5, c'est reprendre confiance dans son corps, donc c'est là où il y a un APA qui va faire sa première séance vendredi prochain, et donc on va bien se renseigner aujourd'hui. On a essayé, alors je ne sais pas si c'est très complet pour l'instant, de faire un groupe de parole pour les proches, on pourra en discuter, mais on s'était dit, voilà, tout le monde vient, ou alors seulement les aidants,
Et finalement, je crois que c'est que les maris, et ce sera en Zoom pour qu'ils puissent venir et qu'on dise, nous les médecins, et que ce ne soit pas leurs femmes, ce qui se passe. Et puis à la fin, un bilan de clôture. Voilà comment ça se passe pour nos ETP. Et alors la diapo suivante, c'est autre chose qui n'est pas de l'ETP, mais je vous en parle parce qu'on a eu un financement par le mécénat de la PHP. C'est le théâtre du vécu qui a une expérience qui est très développée dans d'autres maladies et notamment en diabétologie. En fait, le principe, c'est que il y a un petit atelier d'écriture qui dure 2-3 heures où le patient, aidé par un metteur en scène professionnel, écrit un événement dont il a envie de parler. Et puis ensuite, le lendemain, le metteur en scène avec des comédiens professionnels et le patient qui devient metteur en scène de sa propre histoire, donc mettent en scène cette histoire et c'est les comédiens professionnels qui la jouent. Donc il n'est pas question que les patients jouent leur histoire, ni d'être au centre de la scène, mais plutôt de voir leur histoire déjà d'une part écrite et d'autre part jouée. Et il y a un effet sur la résilience qui est rapporté par la très grande majorité des patients. Surtout, il n'y a aucune obligation pour, si on bloque au moment de l'écriture, en fait, ça soulève trop de choses, et ben on ne le fait pas. On peut être juste spectateur, finalement, des expériences des autres qui sont d'accord pour ça. Et donc, notre première séance, c'est 17-18 juin. Pour l'instant, il y a 3 patientes et on a encore 2 places. Si pour certains d'entre vous, ça vous parle et que vous avez envie d'essayer, on peut même faire la deuxième session en distanciel. Donc le 18 juin, 17 c'est atelier d'écriture et 18 c'est mise en scène. Et on n'a aucun moyen pour l'instant de savoir comment on va faire les ateliers ETP de la rentrée. Donc j'ai mis une adresse mail pour que éventuellement ceux qui voudraient participer en présentiel à Paris, vous nous écriviez pour qu'on fasse une sorte de liste d'attente qui actuellement est assez longue parce qu'on manque de ressources humaines comme toujours. Voilà, c'est tout. On essaiera dans la fin de la journée sur le mail qu'on fera tous de remettre ces adresses mail. Et donc nous on n'appelle pas ça la promotion prototype, mais nous on appelle ça le crash test. Les ateliers, de toute façon c'est le but, c'est avec vos retours qu'on se rend compte qu'est-ce qui marche pas, et c'est important que les gens. Mais le prototype c'est pas mal. Merci. Et très bonne transition parce que nous aussi, on lance des ateliers d'écriture. On les lance à la rentrée avec Madame Vanny, qui était présente à l'édition de l'année dernière de la journée du comparatif midi. Voici les dates, elles sont aussi, donc c'est des samedis en septembre, donc on n'a pas encore décidé si c'était le matin ou l'après-midi. Il y a une petite feuille d'inscription si vous voulez être contacté pour la prochaine session ou alors si vous voulez vous inscrire à cette session-là, qui est avec les fiches d'inscription aussi aux ateliers de l'après-midi. On va aussi mettre en place des ateliers droits sociaux dans la continuité de la présentation des films d'Anne tout à l'heure. Là, c'est en cours d'organisation, mais on a la possibilité de le faire sur quels sont vos droits sociaux. Et Delphine en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Et aussi avec M. Thierry Ferre-Tartier, qui est psychologue clinicien et aussi proche d'une personne, conjoint d'une personne vivant avec une hypoparathyroïdie. On va organiser des groupes de parole pour les proches en continuité avec les groupes d'échange qu'on va avoir cet après-midi. Alors du coup, je vois qu'on est très en retard, on va essayer d'aller un peu vite. Les nouveautés pour le traitement, alors il y a l'histoire des greffes de parathyroïde, on va le faire court. Pour l'instant, ce n'est pas des traitements envisageables, sauf si on a besoin d'une autre greffe. Parce que effectivement, les traitements anti-rejet donnent des cancers ou des maladies infectieuses. Donc en gros, voilà, ça ne fait pas partie des choses qui sont dans le carton, en tout cas pour traiter l'hypoparathyroïdie. Il y a du coup plusieurs traitements qui sont à l'étude. Donc celui-ci, c'est celui d'Amolyt, c'est l'énévoparatine. Je vais passer un petit peu vite juste pour dire qu'on a fait du coup l'année dernière la phase 2 dont certains d'entre vous ont participé. Une phase 2, c'est vraiment sur un tout petit nombre de patients, donc c'est une vingtaine, et c'est en gros voir est-ce que ça se passe bien, est-ce que c'est quand même bien toléré, est-ce que ça a l'air efficace. Les résultats ont été quand même suffisamment encourageants pour qu'ils soient présentés dans les congrès internationaux, donc ça c'est bon signe. Je vous fais vraiment très rapidement. En gros, vous voyez, il y avait 12 plus 16 patients. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'à l'arrivée au début du traitement, les gens prennent du 1-alpha, du Rocaltrol ou du calcium oral. Et puis quand on les met sous traitement, effectivement, il n'y a plus du tout besoin de prendre ces traitements. Donc sur la calcémie, en tout cas,
c'est facile, ça fonctionne bien. Ça, on n'a pas trop de doute. Et en gros, c'est une remarque générale pour tous les traitements qui sont en étude. Généralement, ça marche bien sur la calcémie, donc c'est pas nous notre inquiétude là-dessus. Ce traitement, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a l'air de bien marcher sur la calciurie, c'est ça que le tériparatide, nous en tout cas en tant que médecin lipopara, on est un peu déçus. Donc là, celui-ci, vous voyez en fait la diminution du calcium dans l'urine en fonction du premier jour d'étude où on est un petit peu au-dessus de la norme et puis finalement ça a l'air de baisser. Pareil, c'est sur un tout petit nombre de patients, donc on attend vraiment la nouvelle étude avec 200 patients pour voir est-ce que ça a l'air effectivement de baisser la calciurie vraiment significativement. Et donc l'étude actuelle, c'est une étude donc, de phase 3. Une étude de phase 3, c'est que c'est bien de faire sans placebo, mais ça ne donne pas toutes les infos. Et donc là, c'est une étude contre placebo. Et en pratique, on a screené les patients. Donc certains d'entre eux ont été screenés, il y avait des critères assez stricts. Donc en gros, il y a une population quand même assez homogène. Et en gros, on a 2 patients sous névoparatique contre 1 sous placebo pendant 6 mois. Je vous informe de ça, mais alors l'étude elle est fermée, il y a eu tellement de demandes qu'en gros, il n'y a plus personne qui peut être inclus à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est plus pour en informer. Pendant 6 mois, il y a ça, et au bout de 6 mois, tout le monde passe sous traitement. Le point positif, nous, on a vraiment insisté là-dessus quand on a aidé à mettre en place l'étude, c'est qu'en gros, les patients sous traitement qui étaient heureux sous traitement pourront continuer pendant 2 ans. L'idée, c'est que si effectivement c'est commercialisé, qu'il n'y ait pas un arrêt du traitement pour les patients qui seraient confortables dessous. Et très clairement, là, pour les premiers résultats, on a 3 patients à Nantes. Clairement, on sait dès la première semaine qui est sous névoparatique et qui est sous placebo, parce que la calcémie, vraiment, ça marche. Voilà. Mais du coup, c'est rassurant là-dessus. Donc ça, c'est l'étude effectivement d'Amélie, donc c'est les névoparatides. Il y a un autre traitement dont vous avez peut-être entendu parler, alors on a tendance à l'appeler le Transcon, parce que c'est la technologie qui est utilisée, le Yorvipath ou le Palopeg tériparatide. Celui-là, il est autorisé partout en Europe depuis quelques mois, voilà, janvier. Et donc nous, on a été contactés par le laboratoire, je pense qu'à la Pitié peut-être aussi, pour avoir un accès précoce en France d'ici fin d'année 2025. Ce traitement, il y a quelques publications qui ont déjà commencé à sortir, notamment que ça pourrait améliorer un peu la fonction rénale chez les patients qui ont une hypoparénocience rénale. Après, nous, clairement, notre problématique, je pense, en tant que médecin de l'hypopara, ça va être qu'on va se retrouver avec 3-4 médicaments différents, ça va être lequel est le mieux, et je pense qu'il n'y aura pas de bonne réponse. Lequel est le mieux, je pense qu'il faudra tester, et c'est un peu comme les supplémentations en magnésium, ou etc. Ça va être au patient un petit peu de savoir sous lequel il est le mieux. Et donc, en tout cas, on aura ce traitement supplémentaire qui pourrait être intéressant pour les patients qui n'ont pas pu être inclus dans l'étude amolite et qui ne sont pas forcément confortables sous le tériparatide. Dans les autres nouveautés, alors là, on est très loin du nouveau. C'est des publications, il y a de mars et d'avril, donc c'est vraiment très récent. Mais juste pour vous dire, il y a des traitements qui sont encore essayés là, chez l'animal, dans l'hypopara. Donc il y a encore d'autres molécules qui sont en train de rechercher. Donc c'est bien parce que plus on avance sur les molécules, plus on découvre un petit peu comment améliorer les choses. Et moi, j'avais vu passer ça, une parathormone en comprimé, en forme orale et pas en injection dans l'ostéoporose. J'ai rien vu dans l'hypopara, mais je pense que c'est une demande que vous avez tous et toutes là-dessus, ceux qui sont sous ces traitements. Bah, ce serait bien si vous pouvez le prendre en comprimé et pas en injection. Donc il y a aussi des choses qui sont à l'étude dans l'ostéoporose et donc potentiellement après dans l'hypopara. Donc en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont effectivement en train de le chercher. Des nouvelles molécules. Et donc je vais faire un petit mot sur les pompes. Alors moi j'ai 0 expérience, effectivement pour l'instant je ne sais pas ce que ça donne sous pompe, donc effectivement je n'en mets pas à Nantes, mais si mes patients sont intéressés, je les envoie effectivement à Pompidou. Cette publication qui date d'il y a 2 mois sur 12 patients, donc une étude européenne et on n'a que 12 patients pour l'instant. Biologiquement ça fonctionne. Ça a l'air d'être intéressant, surtout chez les patients qui font des hypocalcémies sévères, des tétanies, parce que clairement ça réduit leur nombre de passages aux urgences. Ils ont moins de symptômes. Par contre, c'est la pompe, donc c'est plus lourd en termes de soins aussi, il y a des dysfonctions de pompe, et donc nous, notre question c'est aussi comment va l'os, parce que dans l'hypopara, on ne sait pas si l'os peut être atteint avec tous ces traitements. Donc c'est des questions, en tout cas c'est assez important pour les patients avec cancer. Je voulais faire un petit point suite à ma consultation d'hier sur les choses où on n'avait pas de news, et je voulais reparler des calcifications vasculaires, parce que c'est des points dont on discute beaucoup et on s'inquiète beaucoup. Alors nous, pour vous dire, en tant que médecin, quand on a besoin de chercher des informations médicales, on va sur ce site et on tape des mots-clés. Et quand on tape le mot-clé calcification vasculaire et hypopara, ou quand on le tape dans d'autres façons différentes, vous voyez, on trouve que 37 articles là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans la littérature. C'est un vrai questionnement et on a des études qui nous disent est-ce que quand il n'y aura pas des risques de calcification au niveau des vaisseaux dans l'hypopara, et notamment liés avec un phosphore élevé. Je sais que c'est des choses qui inquiètent beaucoup de patients. Nous, on n'a pas de réponse à la question, donc on est un peu embêtés. Je vous mets juste cette publication où il y a quand même 94 patients, c'était un petit peu la publication où j'ai vu le plus grand nombre de patients, justement c'est pour nuancer un petit peu aussi les résultats. On n'a pas d'alerte sérieuse, c'est-à-dire que dans cette salle, je pense que personne n'a fait un infarctus ou des grosses choses, j'espère. Mais en gros, vous voyez sur ces 94 patients,
Il y a 17 patients pour une coronarographie, mais parce qu'ils étaient symptomatiques, c'est-à-dire des patients qui avaient quand même des atteintes, des douleurs, des syncopes, un ECG pathologique, un électrocardiogramme pathologique, donc ça ne concerne quand même pas la majorité des patients hypopara, heureusement. Il y avait 2 lésions un petit peu significatives chez 94 patients, et certains qui avaient des calcifications, mais surtout, moi, ce qui m'intéressait dans cette étude, c'est qu'ils ont corrélé avec un groupe contrôle sur des patients qui consultaient du même âge pour aussi l'évaluation, et en gros, il n'y avait pas de différence. Donc, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème de calcification vasculaire, mais en tout cas, effectivement, il faut nuancer, il faut essayer de faire au mieux pour que le phosphore soit bas, surveiller, éviter les facteurs de risque, le tabagisme, le surpoids, etc. Mais en gros, il ne faut pas non plus que ce soit trop problématique, parce qu'il n'y a pas d'alerte forte dans la littérature, donc on dit qu'en tout cas, on espère que ce n'est pas la priorité dans l'hypopare. Donc voilà pour cette présentation, je pense qu'on a fait un académique. Est-ce que vous avez des news, des choses que vous voulez partager et qu'on n'aurait pas forcément dit là ?